Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et bonjour à toutes et à tous, rebonjour, vous êtes toujours bien installés sur les ondes de Radio Anthropocène. Nous sommes en direct pour la 6e édition du festival à l'école de l'Anthropocène et nous sommes en direct pour une émission d'1 heure en public, en direct depuis le café Pilot. Bonjour Damien, quel plaisir d'être avec toi en ce premier jour de festival. Bien écoute François, je suis très content aussi d'animer cette interview en ta compagnie, avec toujours quelques minutes de retard, c'est lié au direct, donc ça va le faire. Et pour débuter ce festival, au programme de ce mercredi, on va partir d'une réflexion sur les solidarités à inventer dans un monde de plus en plus incertain. Une exploration radiophonique pour mieux cerner les liens qui traversent nos sociétés et nous sommes pour cela en charmante compagnie avec Michel Lusseau, Yasmine Bouaga et Bernard Bowles. Alors Yasmine Bouaga, pardon, allez-y, vas-y Damien, excuse-moi. Alors Yasmine Bouaga, vous êtes maire du 1er arrondissement de Lyon et chargée de recherche en sciences sociales au CNRS. Bonjour Yasmine Bouaga. Bonjour. Bernard Bowles, vous êtes notamment, et je dis bien notamment, spécialiste de la condition carcérale. Vous êtes fondateur de l'Observatoire international des prisons, du média Prison Insider et aujourd'hui de Concertina, les rencontres estivales autour des enfermements. Bonjour Bernard Bowles. Bonjour. Michel Lusseau, vous êtes géographe, professeur à l'ENS de Lyon et directeur scientifique de Cité Anthropocène, la fameuse association qui organise le festival qui nous occupe. Bonjour Michel Lusseau. Bonjour. Alors on vous l'a dit, nous allons discuter solidarité pour la prochaine heure. Un choix audacieux tant c'est un terme chargé d'histoire qui a pu revêtir différentes formes. Tantôt la charité, tantôt la fraternité, l'égalité, le bénévolat, l'associationnisme, la sécurité sociale. Autant de mots qui renvoient à des paradigmes distincts. Mais alors, la solidarité, est-ce encore un mot d'actualité ? Ou plutôt, quelle forme de solidarité inventer dans un monde concerné par des crises multiples et qui tendent à s'accentuer ? La crise environnementale redoublant les inégalités sociales. Pourtant, à en croire nos politiques, parler de solidarité semble quelque peu désuet. On n'entend plus vraiment parler, ou alors c'est pour mieux la questionner, la critiquer, comme s'il s'agissait d'un gros mot. Et parlant de mots, on souhaiterait vous faire réagir chacune au propos du ministre de l'Économie et des Finances et à sa récente attaque contre l'État-providence. Je choisis ces mots et je cite ces propos de France Inter d'il y a 2 jours. Je crois à un État qui protège. Je crois à notre modèle social, à l'hôpital public, à l'école publique, à la nécessité de protéger les plus faibles. En revanche, je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année qui deviennent des acquis sur lesquels on ne bouge pas. C'est la différence entre un État-providence qui accumule les dépenses et qui ne revient jamais dessus, et un État protecteur qui protège quand c'est nécessaire, face au Covid ou à l'inflation, et qui, lorsque la situation revient à la normale, rétablit les comptes. Alors, qu'est-ce que cette citation, ces propos tenus par le ministre des Finances de notre gouvernement, qu'est-ce qu'il nous dit des solidarités ? Qu'est-ce que ça nous dit des solidarités pour vous, cette distinction entre État protecteur et État-providence ? Michel Lusseau, je me permets de vous lancer. Oh là mon Dieu, pourquoi est-ce moi qui dois commencer à répondre et en plus en essayant de gloser les propos de notre ministre Bruno Le Maire je ne sais pas si d'ailleurs ces propos méritent qu'on s'y attarde, tant ils renvoient à une conception courante dans la politique française et pas seulement de ces dernières décennies. Plutôt peut-être retenir votre invitation à interroger le mot solidarité et se dire finalement que voudrait dire le développement d'une société véritablement solidariste. Parce que le solidarisme, ça existe comme théorie sociale. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire et bien signifier ? Dans un monde contemporain qui, depuis le triomphe absolu de l'économisme de marché, c'est-à-dire ces 40 dernières années, l'ensemble des sociétés semble s'être construite autour de valeurs, l'apologie de la puissance, de la réussite, de la performance, de la compétition, de la rivalité. La réussite de chacun mesurée à l'aune de l'accumulation monétaire, le consumérisme sans entrave et sans limite, de même que la croissance doit être toujours sans entrave et sans limite. Donc, que pourrait être une société solidariste alors que depuis 40 ans, nous avons l'impression que toutes les valeurs qui sont promues comme les valeurs cardinales de l'organisation du monde
paraissent éloignés de ce que devrait être une société de solidarité, puisque finalement une société de solidarité, c'est une société où on serait pratiquement à l'opposé de la société contemporaine. Là où la société contemporaine promeut la puissance, la réussite, la force, la performance, la compétition, il faudrait promouvoir la reconnaissance de la vulnérabilité de tous les étangs, humains comme non humains. Là où on promeut cette lutte permanente de chacun contre chacun, comme disait Hobbes il y a déjà quelques siècles, il faudrait accepter de sortir de la logique ami-ennemi qui structure aujourd'hui les relations sociales. Une de nos premières invitées à l'école de l'Anthropocène cette année, c'est Corinne Pelluchon, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là dans la plupart de ses derniers livres. Et là où on promeut l'accumulation, voire la confiscation prédatrice des biens et des valeurs par ceux qui peuvent se le permettre, il faudrait privilégier le partage, la redistribution généralisée et inconditionnelle, fondée sur l'idée d'égale dignité de tous les étangs, d'égale dignité de tous les humains déjà au premier chef. Alors on voit bien que l'écart qu'il y a entre cette toute première entrée en matière solidariste ou convivialiste, enfin comme on voudra, parce qu'il y a plein de théories en stock qui existent, mais qui convergent quand même toutes vers cette idée-là, et le constat qu'on peut faire du monde contemporain, il n'est pas étonnant qu'un ministre des Finances puisse se permettre quelques billevesées de ce genre. Et parce qu'en fait, lui, il est totalement dans l'idée qu'il est légitime que les meilleurs, entre 16 guillemets, réussissent. Et que ces meilleurs sont bien aimables, bien gentils, finalement, d'accepter les processus de redistribution, mais qu'il ne faut quand même pas trop pousser, il ne faut quand même pas trop leur demander, parce qu'ils pourraient bien n'en plus vouloir. La société solidaire, c'est justement la société où ce principe-là ne poserait pas question. Donc je pense que nous n'en avons jamais été plus loin qu'aujourd'hui. Si on rentre un petit peu dans la corpulence, dans le concret, les chairs de l'état de nos solidarités aujourd'hui, et pour poursuivre votre propos, Michel Lusseau, sur ce méta-récit dans lequel on est aujourd'hui amené à vivre, et qui s'inscrit en direction totalement inverse par rapport à ce que pourrait être un solidarisme. J'aimerais vous demander, Yasmine Bouaga, vous en tant que maire d'arrondissement, du premier arrondissement de Lyon, quel est l'état des solidarités aujourd'hui que vous pouvez observer? Comment s'incarne ce récit et ce contre-récit à travers des actions que vous pouvez proposer en tant que maire d'arrondissement? Alors moi je vais commencer par répondre à la question que vous aviez posée à Michel Lusseau pour dire que par rapport à la citation que vous avez faite de Bruno Le Maire, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais pas avec ce qu'il fait. Mais en fait, si l'État était protecteur, si l'école fonctionnait bien, elle était suffisamment financée pour donner leur chance à tous les enfants, si l'hôpital public fonctionnait bien, si tous les citoyens étaient effectivement protégés, on serait dans une société solidaire, dans une société qui effectivement prend soin de l'ensemble de ses citoyens et de l'ensemble de ses habitants aussi dans leur diversité, mais en tenant compte de l'intégralité du vivant. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Bruno Le Maire utilise ce discours pour, en réalité, faire revenir en sous-jacent un discours d'austérité sur la dette qui est particulièrement inquiétant quand il entre en plus combiné avec la perspective d'un conflit armé. Là, donc on a aussi une musique sous-jacente qui est particulièrement inquiétante et qui cherche à faire taire tout ce qui pourrait relever de la contestation sur l'accroissement gravissime des inégalités dans notre pays. Les annulations de crédits décidées par Bruno Le Maire, elles heurtent directement
les enjeux de cohésion sociale et de préparation de l'avenir. C'est sur les 10 milliards, 2 milliards sur la transition écologique, ça nous concerne directement. Hein. C'est 2 milliards par exemple qui pour toute la France étaient répartis notamment sur des budgets pour rénover des collèges. Donc au quotidien, voilà, vos enfants sont dans des collèges où parfois il fait froid l'hiver ou il fait beaucoup trop chaud l'été. Et ces budgets de rénovation ont été rayés d'un trait de plume. Un budget aussi majeur et dont on voit les conséquences au quotidien dans l'arrondissement, c'est celui dédié à la vie scolaire. Donc pareil, dans les annulations de crédit concernant l'enseignement, il y a une part importante concernant la vie scolaire, l'accompagnement des élèves et en particulier les budgets concernant les accompagnements des élèves en situation de handicap. Donc on a cette philosophie de l'école inclusive. Donc les enfants en situation de handicap ne doivent pas être en institution, mais au contraire aller à l'école, avoir les mêmes chances que les autres enfants, mais on ne met pas les personnels qui leur permettent de rendre possible cette scolarité et on se retrouve avec des situations qui sont des situations de souffrance pour ces enfants, pour les équipes enseignantes qui sont démunies à ne pas pouvoir les accompagner. Nous, on a en ce moment même des grèves dans les écoles concernant cette problématique-là. Donc cet enjeu de la solidarité, on le vit et on souffre de la destruction opérée par le gouvernement au quotidien. Alors comment, à l'échelle d'un arrondissement, on essaye d'y répondre? On n'a pas, bien sûr, les mêmes leviers de politique publique que l'État. Et on essaye de faire ce qu'on peut avec ces moyens-là. Donc on a une stratégie au niveau de la ville qui est déjà de lutter contre le non-recours aux droits, parce que malgré tout, il reste des droits sociaux à défendre. On a, par exemple, des permanences d'accès aux droits pour permettre aux gens d'essayer de faire valoir leurs droits, qui peuvent rencontrer un avocat, une médiatrice, un service de médiation numérique aussi en mairie d'arrondissement. Tant on sait qu'il y a une vraie barrière pour l'accès aux droits sociaux qui se passe avec cette numérisation, cette dématérialisation. Et par ailleurs, on déploie aussi des expérimentations. Alors au niveau de la métropole, je pourrais en reparler, l'expérimentation sur le revenu solidarité jeune, sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et au niveau de l'arrondissement, là, on travaille sur un tiers-lieu des solidarités. Donc essayer aussi de mettre des espaces à disposition pour l'expérimentation, l'innovation en matière de solidarité. On aura effectivement le temps de revenir peut-être en détail sur toutes ces expérimentations et les actions concrètes que vous déployez au regard de cette question des solidarités. Je voulais peut-être passer la parole à Bernard Bolz concernant justement ce dont parlait Yasmine Bouaga, cette cure d'austérité qui est aujourd'hui programmée ou annoncée par le gouvernement, eu égard à la question, à l'univers carcéral justement, et essayer de réfléchir quand on voit les chiffres qui concernent notamment l'occupation des places en prison, qui sont totalement sous-dimensionnées par rapport visiblement le nombre de personnes incarcérées réellement par rapport aux places disponibles. Qu'est-ce que ça dit finalement le traitement qu'on fait de ces espaces, en particulier que peuvent être les prisons, de ces personnes dites ou mises à la marge de nos sociétés, quand on s'en occupe finalement si mal? Qu'est-ce que ça dit de l'état de nos solidarités? Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Vous avez évoqué effectivement l'état des prisons. Ça me fait penser à une phrase de Stig Dagerman qui dit celui qui construit des prisons, qui bâtit des prisons, s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Et c'est vrai qu'on a toujours un programme de 15 000 places en route. Quand il est fini, on en remet en route. Et donc, on voit très bien qu'on bâtit des prisons au lieu d'essayer d'emmener les gens vers leur liberté. Donc, ça va dans le mauvais sens. On a en France 109 détenus pour 100 000 habitants. En Allemagne, c'est 75. Donc ils ont 20 millions d'habitants de plus que nous. Donc on s'aperçoit qu'avec une population infiniment supérieure, on incarcère plus de 25%, 30% pratiquement de moins. Donc je pourrais multiplier les exemples de cet acabit. Donc cette phrase de Stig Dagerman est très importante pour moi. J'en cite une autre que j'apprécie énormément. Elle est d'Edmond Michelet, qui est garde des Sceaux en 1959, et qui dit « Je suis du côté de ceux qu'on enferme ».
Je suis le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui dit en 1959 « Je suis du côté de ceux qu'on enferme ». Simone Veil, la ministre, pas la philosophe, dit, à l'époque, elle est dans l'équipe de direction de l'administration pénitentiaire, c'est son premier poste. Elle est magistrate, il n'y avait pas encore l'école de la magistrature. Et elle dit la même chose. Ces personnes étaient passées par les camps. Et donc, ils avaient une acuité, enfin, un sentiment extrêmement développé de ce que c'est que d'être enfermé. Aujourd'hui, ça s'est quand même passablement oublié. La seule réponse qu'on apporte tout le temps, c'est de l'enfermement. Et il y a une misère qui règne là autour qui est incommensurable. Je citerai un dernier exemple qui montre où on en est, au moins en France. Avec Prison Insider, on est allé voir ce qui se passait dans d'autres pays d'Europe. On va même aujourd'hui en Afrique du Sud. On est en train de bâtir un outil à l'échelle du monde qu'on a appelé le Prison Life Index, avec 2 labos du CNRS, avec un labo de recherche en droit pénal à Bruxelles, avec Sciences Po Grenoble. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Ça va commencer à sortir. Très difficile de trouver de l'argent là-dessus. Mais donc on va voir la formation des personnels en France, elle est de 8 mois. Et les jeunes surveillants, il y a une hémorragie de jeunes surveillants parce qu'ils sont effrayés quand ils sont jeunes surveillants dans un établissement pénitentiaire par la surpopulation. C'est une personne dans une place normalement. Quand vous avez 3 personnes dans une place, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que s'il y a un incident, le jeune surveillant est complètement démuni. Par exemple, si les œilletons sont cassés. J'ai été au contrôle général des lieux de privation de liberté pendant 7 ans, donc j'ai contrôlé ce type d'établissement, plus des gendarmeries, des commissariats de police et autres centres de rétention et hôpitaux psychiatriques. L'œilleton est cassé. Quand vous avez 3 détenus dans une cellule, vous ne pouvez pas faire de punition collective. Donc l'œilleton n'est pas remplacé. Donc le surveillant qui fait la ronde la nuit, il n'ose pas approcher son œil parce qu'il se dit « je vais prendre une pique dans l'œil ». On arrive le matin, c'était à la prison de Villepinte, à 7h30 du matin, on y était la veille, et on y est tous les jours pendant pas mal de temps. On nous dit, la ronde, il y a eu un suicide dans la nuit, on nous dit, toutes les rondes se sont bien passées, alors qu'ils nous disaient la veille qu'ils ne les exécutaient pas. Donc on met les personnes dans des grandes difficultés, elles sont dans l'incapacité de faire leur travail, parce que forcément, comme on ne peut pas punir 3 détenus, on peut remplacer le carreau de l'œilleton 2 fois, mais pas 5 fois ou 10 fois, donc on ne le remplace plus. Donc voilà, donc ces jeunes surveillants s'en vont, et donc la formation est passée à 6 mois, et je vais terminer juste là-dessus. En Norvège, on va en Norvège, la formation est de 2 ans, on va aux Pays-Bas, la formation des personnels est de 3 ans, et en 10 ans, ils ont divisé par 2 la population carcérale. On s'aperçoit donc qu'on marche sur la tête, et j'allais dire, moins ça marche, plus ça marche mal, plus je pense qu'ils se réjouissent, parce qu'ils pensent que la réussite, elle est dans l'échec de la fonction, enfin... On n'a pas du tout la même notion des solidarités, de l'évolution de la société. Pour eux, il faut que ça ne marche pas. Parce que si la prison devait marcher, eh bien, forcément, on serait obligé de regarder le monde différemment, notamment dans la répartition des richesses et dans toutes sortes d'autres choses. Et pour rebondir à vos 3 réponses, j'aimerais qu'on reparte sur cette idée d'échec, de démembrement de l'État-providence dont on parlait au tout début, mais on va essayer d'aller un peu plus loin avec la notion de crise du care que vous mettez en avant, Michel Lusseau, dans certains de vos articles. J'imagine qu'elle dépasse clairement celle de l'État-providence ou de l'État protecteur, bien qu'on soit d'accord ou pas avec ces 2 termes. Qu'est-ce que ça veut dire une crise du care dans nos sociétés actuelles? Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement les différents échelons, les échelles de mise en pratique ou de non mise en pratique? Il est frappant de constater le succès des théories philosophiques, sociologiques, dans toutes les sciences sociales et peut-être même de certaines approches politiques centrées sur la question du care depuis une 30aine d'années, donc du soin. Et moi, je fais de ce succès en termes de nombre de publications, de nombre d'études consacrées à cela, de réflexions, de colloques, de débats organisés. Je fais de ce succès l'indice, en fait, d'un démantèlement du care à 2 niveaux. C'est-à-dire à la fois un démantèlement des politiques publiques de solidarité et de soins. Et on peut considérer que ce démantèlement, il y a un indicateur commode
qui est de penser que c'est dans les années 80, avec l'apparition des grandes politiques menées dans des États importants comme les États-Unis et l'Angleterre par Ronald Reagan et Margaret Thatcher, ce qu'on va appeler ensuite des politiques néolibérales, avec cette fameuse affirmation de Margaret Thatcher répondant à François Mitterrand au Conseil européen, quand François Mitterrand lui posait des questions sur les politiques économiques et sociales qu'il faudrait mener à l'échelle européenne. Et la France, à l'époque, même engagée dans le tournant de la rigueur, conservait un modèle d'État-providence, en tout cas d'État protecteur, qui était bien supérieur à celui d'autres pays européens. Et on se souvient que Margaret Thatcher a répondu, justifiant sa propre politique à elle. Je rappelle que la politique de Margaret Thatcher a été d'une violence inouïe. On ne se rappelle plus ce qu'a été la politique de Margaret Thatcher vis-à-vis des mineurs, vis-à-vis des services publics, vis-à-vis des employés des chemins de fer, vis-à-vis de la contestation en Irlande, etc. On a été jusqu'à des affrontements armés, on a été jusqu'à laisser mourir des gens dans les prisons durant des grèves de la faim considérables. On ne se souvient plus de cette brutalité, cette violence. Et Margaret Thatcher répond « There is no alternative ». C'est le fameux TINA qui s'est imposé ensuite dans le monde entier, qui s'est répandu comme une traînée de poudre et qui est aujourd'hui encore la théorie économique standard que nous servent la plupart des États. Il n'y a pas d'autre possibilité que de faire des économies sur les dépenses publiques et en particulier sur les dépenses publiques non productives, c'est-à-dire les dépenses publiques de solidarité, puisque les dépenses publiques de solidarité, on a même réussi l'exploit d'essayer de nous faire croire qu'elles n'étaient pas productives, qu'elles ne produisaient rien que de la dépense. Ce qui est en soi complètement invraisemblable quand on y songe. Donc cette crise institutionnelle et politique du Caire se double d'une crise que j'appellerais anthropologique et culturelle. C'est-à-dire en fait, parce que pour qu'une société solidaire existe, il y faut aussi des conditions anthropologiques et phénoménologiques. Parce qu'en fait, la société solidaire ne peut se développer que si et seulement si, dans la conception que j'ai de moi, j'accorde à autrui une place équivalente à la mienne. Vous ne pouvez pas être solidaire si vous considérez qu'autrui est moins important que vous. C'est impossible. Donc ça, c'est la dimension anthropologique, pour aller vite. Et il y a une dimension phénoménologique, c'est-à-dire qu'il faut, pour construire une société solidaire, que je sois prêt phénoménologiquement, donc dans l'expérience de ma vie au quotidien, il faut que je sois prêt à faire une place à ceux qui ne sont pas moi, à ceux qui sont différents de moi. Et donc il faut que je sois même prêt, je l'ai dit, à ressentir la possibilité de leur laisser une place. Si vous n'avez pas ces conditions-là, vous n'avez pas de solidarité. Et les sociétés, comme je le disais tout à l'heure, de consommation mondialisée qui sont les nôtres, mettent tout cela à distance. Et je crois que Bernard Bolz a dit quelque chose de très important. Quand vous dites, en fait, on a l'impression qu'on est content que ça échoue. Qu'on est heureux que les prisons ne fonctionnent pas pour ce qu'elles pourraient servir, ou les lieux d'enfermement ne fonctionnent pas pour ce qu'elles pourraient servir. Eh bien, moi je dirais la même chose dans le domaine social. Prenons le petit livre qu'avait écrit François Dubé, le sociologue de l'Université de Bordeaux, il y a quelques années de ça, un livre assez malaisant, comme on dit, qui s'appelait « La préférence pour l'inégalité », dans lequel il démontre qu'en fait, il y a une préférence qui est l'inégalité, qui est choisie volontairement parce qu'en fait, c'est plaisant de réussir au détriment des autres. Hein, rappelez-vous cette fameuse phrase d'Alphonse Allais, humoristique, « À quoi sert-il d'être riche si l'on n'est pas plus riche que son voisin ?» Hein, donc il y a quelque chose de très important dans la nécessité de s'affirmer dans le monde contemporain contre quelqu'un. Hein, la réussite des uns est considérée comme liée nécessairement à l'échec des autres. Je m'arrête juste sur un dernier exemple. Sans cela, nous ne comprenons pas l'ampleur de la préférence pour l'inégalité dans le milieu scolaire en France. L'échec des uns rend plus valorisé et valorisable le succès des autres. Et plus exactement, le succès des uns présuppose l'échec des autres. Comme vous le savez, je me suis un peu occupé de programmes scolaires. À chaque fois qu'on a mis en place des programmes scolaires qui se fondaient sur l'idée d'une éducation inclusive et partagée,
imparablement, et c'est encore aujourd'hui dans tous les articles sur les nouveaux décrets d'organisation du collège qui ont été publiés il y a 3 jours, imparablement on vous dit, si vous voulez une école inclusive, c'est-à-dire une école qui fait réussir tout le monde, imparablement, que vous dit-on? Vous voulez tirer les plus forts et les meilleurs vers le bas. Vous voulez niveler vers le bas. Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Qu'est-ce que c'est que cette idée complètement tordue qui veut que la réussite des uns dû nécessairement s'accompagner de l'échec des autres? Parce que sans échec des gueux, ma réussite n'est pas enviable. Donc moi, je pense que la crise du Caire, elle est double. C'est une crise culturelle et c'est une crise politique et économique. Et justement, sur cette crise du Caire comme une double crise, j'aimerais peut-être juste interroger ce que vous venez de nous partager, Michel Lusseau, et notamment sur cette question de cette crise culturelle et ce rapport anthropologique à l'autre qui se perdrait ou qui serait mise à mal à certains égards. Et notamment prendre l'exemple de ce qui s'est observé pendant la pandémie de Covid-19, au cours de laquelle des formes de solidarité se sont déployées assez spontanément, de manière autogérée, plus ou moins, au pied de nos immeubles, des relations de voisinage qui se sont observées, etc. Et du coup, en profiter pour simplement questionner, peut-être qu'il y a une forme de requalification aussi des formes et des agencements de la solidarité qui s'observent. Et à ce titre, vous demandez, Yasmine Bouaga, si c'est quelque chose que vous avez pu observer à l'échelle de votre arrondissement, et si c'est quelque chose que vous observez encore, si c'est des choses qui perdurent, qui se maintiennent dans le temps, ce type d'engagement qui nous permettrait malgré tout de ne pas devenir trop neurasthénique et de ne pas être trop défaitiste par rapport au monde dans lequel on serait amené à évoluer aujourd'hui. Oui, alors moi j'ai quand même vraiment la chance d'être élue sur un arrondissement qui est particulièrement dynamique en matière d'engagement et de solidarité. Il y a une richesse d'associations, de collectifs et de modalités d'engagement citoyen qui est vraiment remarquable. Et on le voit en particulier s'agissant des populations, des personnes qui ne sont pas reconnus comme des ayants droit par les institutions, par les administrations publiques et qui, de ce fait, sont laissés dans des situations de détresse, de grande précarité. Je pense en particulier aux personnes en migration, aux jeunes migrants qu'on retrouve très souvent dans les campements sur l'arrondissement et auprès de qui des riverains, des parents d'élèves, des collectifs plus ou moins organisés se mobilisent, viennent apporter de l'aide pour se maintenir au chaud avec une couverture, une tente ou manger, ou même se mobilisent aussi davantage, même encore, pour essayer d'obtenir que les pouvoirs publics les prennent en charge et leur assurent un hébergement digne, un suivi, une ouverture des droits aussi pour que ces personnes puissent être pleinement prises en considération. Mais de ce fait, je voudrais aussi revenir sur cette question de la crise du Caire et des agencements de la solidarité, parce que ces collectifs citoyens, dans toute leur créativité, spontanéité individuelle et collective, ce qu'ils cherchent quand même avant tout, c'est une reconnaissance institutionnelle et une prise en charge par les institutions des besoins sociaux, des besoins de chacun des individus. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose de fondamental là, dans l'idée politique, que ce care, ce soin, c'est une responsabilité collective qui doit être collectivement organisée, collectivement financée et dont on assure aussi collectivement la continuité. Donc c'est très bien l'hébergement solidaire, mais ça a ses limites quand finalement il peut y avoir des situations qui sont individuellement complexes, quelqu'un qui tombe malade ou autre. On a un besoin que la solidarité soit organisée institutionnellement et que sa continuité, sa stabilité, sa fiabilité soit assurée dans les institutions. Et c'est là qu'il y a un vrai enjeu politique du care. Le care ne relève pas de la sphère privée. Ce n'est pas uniquement les proches qui prennent soin de leurs proches, mais on a une solidarité qui s'exerce au niveau du territoire et pour laquelle on est en perpétuelle exigence de faire rentrer ceux qui en sont actuellement exclus.
Oui, peut-être vous interrogez à propos de ce que disait Yasmine Bouaga, Bernard Bolz, sur finalement les solidarités, les micro-solidarités qui peuvent aussi, j'imagine, exister au sein de l'univers carcéral, entre détenus et personnel de prison, et sur justement ces partenariats à inventer entre public et société civile à l'échelle de la prison. Est-ce que c'est des choses qu'on observe ? Il n'y a pas de... Bien évidemment qu'on les observe, mais nous, disons, quand on est critique des administrations pénitentiaires ou des fonctionnements des institutions, on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et d'ailleurs, j'ai été journaliste 10 ans avant d'imaginer l'Observatoire international des prisons, pour lequel j'ai consacré une dizaine d'années de ma vie. Quand on est journaliste, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure. C'est pas le journal des bonnes nouvelles, hein. Et donc, dans l'administration, on dénonce toujours ce qu'on voit, ce qu'on sait. Or, je vous rejoins complètement, il y a des solidarités en prison qui sont inouïes. Il y a des amitiés, il y a des solidarités, où c'est le mot qui convient. Les gens sont attentifs les uns aux autres. Alors, bien sûr qu'il y a des horreurs, mais les horreurs, elles naissent aussi de la promiscuité, d'un mode de gestion de la détention, parce que le CAIDA, c'est un mode de gestion de la détention qui est organisé par la direction des établissements ou par les surveillants et qu'on laisse faire. Donc tout ça est à regarder avec beaucoup de précision, mais j'ai vu des détenus quand les prisons de Lyon ont été démolies, enfin, pas entièrement, mais parce que certains bâtiments sont restés. Moi, j'ai vu des détenus devant les appareils qui sciaient, qui démolissaient des bâtiments. J'en ai vu pleurer. Parce que c'était un endroit où ils avaient vécu, où ils avaient aussi vécu, excusez-moi, mais c'est comme ça, des belles choses. Et cet été, à Concertina, on aura une séquence qui s'appelle « Rire en prison ». Et c'est... voilà, on peut rire en prison, on peut être solidaires les uns des autres. Avec les personnels... Tout est fait pour qu'effectivement il y ait de la distance, parce que normalement c'est des gens qui sont souvent issus des mêmes classes sociales, et s'ils se solidarisent, il n'y a plus de prison, parce que ça craquera de partout. Donc il faut toujours inventer des systèmes pour les opposer les uns aux autres, avec des gens qui marchent dans la combine. Je veux dire, là aussi on marche à l'envers. Je ne sais pas comment vous voulez que je continue, mais... je vais me charger de faire le passage de témoin à Michel Lusso, toujours sur cette question des agencements de la solidarité à inventer, dans une démarche un peu plus prospective, maintenant, un temps un peu plus prospectif de notre échange, et sur ces partenariats entre finalement le public, un public un État-providence qui est aujourd'hui mis à mal, qui est en déliquescence à certains égards, et dans un autre registre, la montée en puissance, ou en tout cas la visibilisation croissante du commun, comme levier de robustesse finalement pour créer des villes et des territoires qui soient plus adaptés face aux enjeux de l'Anthropocène. Quels sont ces mécanismes qui permettraient ces agencements publics communs qu'on pourrait inventer, Michel Lusso ? Alors, je ne voudrais pas laisser penser que je suis totalement au bord du collapsus. J'essaye de conserver des raisons de cultiver l'espérance. Alors, tout à l'heure, Corinne Pelluchon viendra parler de l'espérance et vous expliquera sans doute la différence qu'elle établit très juste entre espoir et espérance. Je continue de miser sur l'espérance, notamment à partir de ce que Yasmine, de ce que Bernard vient d'évoquer, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on observe en micro-géographe ou micro-anthropologue ou micro-sociologue les pratiques effectives de solidarité ou de soins ou de justice, on est parfois rasséréné. On se dit il y a un réservoir extrêmement important, un gisement extrêmement important de pratiques solidaires, et avec d'ailleurs
et ça aussi c'est très intéressant, des procédures qui sont des procédures qui se développent en se rationalisant, c'est-à-dire aussi des procédures solidaristes qui ne se cantonnent pas à l'affect, et moi je n'ai rien contre le fait de reconnaître au sentiment et à l'affect une importance fondamentale dans les relations sociales, mais il y a aussi quelque chose qui souvent passe par la rationalisation, par l'apprentissage, par le co-apprentissage, par les acteurs de ces solidarités, d'un certain nombre de pratiques qu'il faut mettre en avant, par la capitalisation, c'est-à-dire la constitution de mémoire de cela, la transmission de cela, donc une sorte de rationalisation de l'agir que moi je trouve très intéressante, en tout cas que j'essaye d'observer. C'est peut-être le résultat d'une lecture mal digérée d'Habermas qui me fait regarder ça, une sorte de rationalisation de l'agir, une sorte de capacité aussi à porter des discours publics rationnels, des sortes d'agir communicationnels, donc aussi de la solidarité concrète développée par des individus. Mais toujours, si ces solidarités s'expriment, alors on s'aperçoit qu'il y a des sortes de prérequis. Et parmi les prérequis, il y a ceux de sortir de l'écrasement d'autrui, c'est-à-dire sortir de l'idée que autrui vaut moins que moi. Sortir de ce que j'appelle le syndrome L'Oréal, vous savez, la publicité parce que je le vaux bien, hein, qui est une sorte de manifeste de la période contemporaine. Chacun, entrepreneur de soi-même, met toujours plus haut la barre de ce qu'il estime être sa valeur. La solidarité, c'est déjà ouvrir sa focale à la possibilité de considérer tout alter ego comme doté d'une égale dignité, pas forcément d'une homogénéité. Et j'irais même plus, en période anthropocène, en période de crise écologique ou de changement global, il faut de surcroît que nous commencions à prendre l'habitude d'ouvrir cette solidarité aux non-humains. Ce qui, évidemment, rend les choses encore plus complexes. Donc, en fait, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'il y a une dimension anthropologique, phénoménologique à ces éthiques solidaristes. C'est pas simplement pour ça que j'aurais peut-être une légère différence d'appréciation avec Yasmine. Moi, en fait, je crois que, bien sûr, la puissance publique doit avoir son rôle. Mais je pense que au démarrage et à la fin des entreprises solidaristes, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une mobilisation éthique des individus, qui s'appuie sur des choix. Là aussi, une des raisons pour lesquelles on a invité Corinne Pelluchon pour aujourd'hui, c'est tout son travail sur l'éthique des vertus, hein, qui s'appuie sur quelque chose qui est destiné à se changer soi-même pour modifier sa relation aux autres, en fait. Si vous n'avez pas ça, Yasmine, je pense que toutes les procédures pourront être effectives. La solidarité restera une prestation commerciale comme une autre, restera un produit échangeable comme un autre. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, et c'est ça, dans vos exemples, qui est intéressant, à contrario, c'est quand la solidarité, le soin, n'est pas un échange commercial comme un autre, mais quelque chose qui participe d'une éthique. Et pour réagir à vos propos, et certainement laisser une petite place à la réponse à Yasmine Bouaga, j'aimerais revenir avec vous sur quelles formes de solidarité sont à inventer, et surtout quel socle de ces solidarités est à inventer, tout en sachant qu'il y a certainement certainement une certaine remise en cause de l'appui des formes de solidarité sur l'emploi. Actuellement, des sociologues depuis plus d'une vingtaine d'années mettent en évidence la fin d'un modèle salarial, ou en tout cas d'une société du salariat. Et pour autant, nos protections sociales, nos solidarités s'appuient toujours sur cette activité phare de nos vies quotidiennes qui est l'emploi. Comment est-ce qu'on peut le repenser ça à l'échelle d'une ville, également à l'échelle d'une métropole, et puis en tout cas à l'échelle qui est la vôtre, Yasmine Bouaga? Oui, alors c'est une discussion. On est en train de rentrer vraiment dans le cœur théorique de la discussion, et c'est extrêmement stimulant. Et moi, je voudrais commencer par répondre sur cette question finalement de l'individuel et du collectif qui est au cœur de la politique.
Et je pense qu'il y a des transformations éthiques de l'individu qui ne peuvent pas se faire de façon isolée. Elles se font dans des mobilisations collectives qui sont déjà politiques. Et la première qui permet de répondre à la question que vous posez sur les solidarités inventées, c'est une remise en question de la propriété et de l'appropriation qui est nécessaire pour faire face en fait aux défis à venir. Vous avez parlé du commun comme levier de robustesse. Le commun, c'est ce qu'on reconnaît comme n'étant pas appropriable, étant hors de la sphère de la commercialisation et du profit individuel. Et c'est ce qui nous permet de penser ensemble la préservation d'un bien collectif qu'on va désigner comme un bien commun et sa juste répartition, la manière dont on peut permettre à chacun d'y avoir accès selon ses besoins. Et c'est le raisonnement qu'on a essayé, qu'on a mis en œuvre au niveau de la métropole de Lyon sur l'eau. C'est-à-dire avoir une démarche donc déjà de retirer la gestion de l'eau à l'entreprise privée pour qu'elle redevienne un bien commun. Géré par la collectivité, mais véritablement avec une institution démocratique de gestion, avec une assemblée des usagers de l'eau qui représente non pas seulement une administration des élus, mais des citoyens et citoyennes engagés et qui vont ensemble réfléchir sur quelles peuvent être les modalités de la juste gestion de l'eau et notamment de la juste tarification qui peut assurer à la fois que chacun ait un accès digne à cette ressource vitale et que dans le même temps, on assure sa protection, c'est-à-dire qu'on mette fin aussi à la gabegie, au gaspillage, aux consommations ostentatoires dans les piscines individuelles, etc. Et donc c'est ce qu'on a voté la semaine passée à la métropole de Lyon, une tarification progressive de l'eau qui permet un versement solidaire pour les personnes aux plus bas revenus et qui assure cet accès digne à l'eau, avoir une gratuité des premiers mètres cubes, avoir ensuite une tarification progressive qui amène à avoir une gestion aussi responsable de la consommation. Et je pense que ce raisonnement, donc je vous donne cet exemple de l'eau, mais ce raisonnement, on peut l'appliquer de façon plus large. Et je pense que aussi en termes de créativité politique, il faut aussi se donner le droit de réfléchir à comment on répond à la crise du logement. Tout le monde a besoin de se loger. Et on constate au quotidien les dérives de la spéculation immobilière. Et c'est normal quand on est un individu, qu'on possède son appartement, qu'on veut le revendre, qu'on cherche à en tirer le meilleur prix. C'est une logique individuelle totalement normale. Simplement, si on veut assurer que toutes les personnes qui ont besoin de se loger puissent se loger et avoir un logement digne avec un salaire ordinaire, on va dire, à ce moment-là, il faut qu'on raisonne autrement sur aussi ce besoin et peut-être sortir des logiques uniquement de la propriété, de l'appropriation. Ça passe par le raisonnement, par exemple, sur une foncière solidaire, hein, que le foncier ne soit plus approprié individuellement, mais soit possédé par la collectivité, ce qui permet de casser les cycles enfin pas les cycles, mais plutôt les trajectoires ascendantes de spéculation et d'avoir un autre rapport en fait au logement, à l'habitat. Et ce raisonnement-là, on peut l'étendre, on peut l'appliquer de façon je pense qui nous permettent de lier la solidarité et la préparation de l'avenir, hein, la préparation aussi de notre propre robustesse face aux crises auxquelles nous commençons déjà à être confrontés, et avoir là des leviers créatifs d'imagination politique, et c'est de cela dont nous avons besoin. Exactement, et c'est quelque chose dont nous allons débattre avec les personnes qui assistent à ce direct dans quelques minutes, à la suite d'une petite pause musicale. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.
toujours bien installé en direct de Pilot sur les ondes de Radio Anthropocène. Et soucieux et désireux de poursuivre cette volonté de faire commun, on va maintenant passer à un temps d'échange avec la salle. Et je propose donc de prendre une première question, si c'est possible. Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Francis de la Croix-Rousse, mais avant tout africain. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans en Afrique. Et la dialectique là-bas entre individuel et collectif, il y a une philosophie que je prône toujours beaucoup, qui est la philosophie Ubuntu. Donc je leur pose la question, qu'est-ce que c'est que la philosophie Ubuntu ? Je suis parce que nous sommes. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de nous sommes, le je suis n'existe pas. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Qui souhaite se saisir de cette question ? Bernard, allez-y. Je ne sais pas si j'y répondrai, mais ça fait écho à ce qu'a dit Michel tout à l'heure aussi, sur quelque chose que j'appelle le double discours. Et moi je suis partisan du double discours. En quoi ? Si je suis dans la cellule d'un détenu qui est fait comme un rat au fond de sa cellule, je lui dis pas, écoute mon pauvre, t'as pas de chance, la société est vraiment pénible, elle t'a bien puni, et c'est pas de ta faute. Je lui dis, ton libérateur, c'est toi. Si je lui dis pas, ton libérateur, c'est toi, j'en fais un pion. Et puis si je vais voir des parlementaires, une commission, puisque ça nous est arrivé beaucoup, on est entendu, écouté, etc., ici ou là, on dit le contraire, on dit on a une responsabilité collective qui est écrasante dans le fait que des personnes se retrouvent dans cette situation. Donc double discours. Mais jamais on ne met en situation une personne d'être un pion. Donc ça rejoint l'individualisme, enfin pas l'individualisme, l'individu, enfin, la personne et le collectif. Les deux marchent ensemble, absolument. Une autre question peut-être ? Bonjour, j'avais une question peut-être plus précisément adressée à Michel Lusseau sur la mobilisation éthique des individus qui paraît nécessaire, savoir comment on pourrait aujourd'hui embrayer ça dans des circuits non traditionnels, c'est-à-dire hors de l'institution, l'école, comment et faire en sorte que cette éthique se développe, par exemple par l'éducation populaire. Oui, alors évidemment, l'éducation populaire est importante, elle a été pas mal délaissée. Même s'il y a à Lyon quelques beaux restes quand même, par tradition, beaucoup plus que dans d'autres villes. Et moi, je prône surtout pour un processus de ce que j'appelle l'éducation à et par l'habité ou la cohabitation. C'est-à-dire, ce que je pense nécessaire, c'est que chacun d'entre nous se réapproprie ou s'approprie la possibilité, à partir de leur expérience de cohabitation au quotidien, pas simplement de logement, mais véritablement l'organisation de nos espaces et nos temps de vie, c'est ça l'habitation. Chacun d'entre nous se repose la question, alors vous allez me dire, c'est en général ce qu'on me dit, que ça crée un poids sur les épaules des individus qui est considérable. Chacun d'entre nous se repose la question des conditions de possibilité de ces actes habitants. Parce qu'une des caractéristiques de la phase contemporaine du capitalisme que nous vivons, c'est que nous sommes placés dans des situations où, en permanence, en tant que consommateurs, nous pouvons suspendre la réflexion sur les conditions de possibilité de notre acte de consommation. Non seulement nous pouvons, mais je dirais que plus nous sommes capables de le faire, mieux nous nous portons en tant que consommateurs. Le consommateur capitaliste, c'est celui qui ne se pose jamais la question des conditions de possibilité et des impacts écologiques, éthiques, sociaux, économiques de ces moindres actes, la mobilité, le régime alimentaire, le traitement de la solidarité, la façon dont je m'habille, la manière dont je conçois mon propre corps dans la mesure où aujourd'hui la société contemporaine est extrêmement prescriptive de la façon dont on doit construire son corps. Les actes de santé, les actes de soins, les choix que je fais pour envoyer mes enfants à l'école. Vous voyez, c'est très exigeant, mais je pense qu'on ne peut pas en passer par autre chose que cela. C'est-à-dire, sommes-nous capables de redonner de la signification à nos expériences concrètes de la cohabitation avec autrui et avec, de surcroît aujourd'hui, les non-humains. Si nous ne sommes pas capables de redonner de la signification, c'est-à-dire de tout simplement
ouvrir les boîtes noires, voir que le monde n'est pas celui que les imaginations dominantes nous décrivent, restaurer la complexité de ce monde, restaurer l'altérité, la pluralité des formes de vie de ce monde. Si nous ne sommes pas capables de faire cela, alors je pense que nous n'irons pas bien loin et que les gouvernements ne seront jamais capables, eux, de promouvoir ces sociétés du soin et de la solidarité. Donc en fait, c'est une éducation, un apprentissage coopératif par le simple fait de se redonner les capacités de penser, tout simplement penser son existence, hein, c'est-à-dire dans quelles conditions cette existence se déploie. On va prendre une dernière question. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais vous poser une question par rapport... On parle beaucoup d'idéologie et c'est très intéressant, mais est-ce que vous ne pensez pas que le contexte technologique aussi, et notamment qui est à la pointe de tout ce qui est économie de l'attention, pose problème en fait, et dans quelle mesure il pose problème et comment est-ce que vous pourrez penser à le réguler ou à le réformer ou, enfin, voilà. Alors oui, je pense que le contexte de capture de l'attention par les nouvelles technologies, enfin en particulier par les réseaux sociaux, est en fait un obstacle à la construction d'un collectif, à la construction d'un imaginaire politique commun aussi. Et c'est un défi qui nous concerne toutes et tous. Et de ce fait, je voulais revenir sur ce que disait Michel par rapport à cet enjeu de l'individu versus le collectif. Moi, ma position comme élue, c'est que en fait, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour rendre possible la mobilisation et la transformation des comportements, des conduites individuelles. Quand on ne construit pas de pistes cyclables, on ne peut pas demander aux gens de se mettre à faire du vélo sur une route où les voitures roulent à 80 km/h. C'est juste pas possible. Il faut qu'on assure les conditions de possibilité de changement de mobilité. De même, pour ce qui est des changements en matière d'alimentation, on ne peut pas demander aux gens d'aller réduire leur consommation de viande quand on sert tous les jours de la viande à la cantine. Il faut aussi que, par la commande publique, par l'exemple, le fait qu'on montre que dans une cantine scolaire, on est capable d'assurer de l'alimentation saine avec un approvisionnement local, bio et avec une part végétale plus importante tout en étant équilibré sur le plan de l'apport en protéines. Et bien là, on rend possible aussi un vrai changement des comportements. En plus, comme ça passe par les enfants, ben c'est un levier qui est très fort parce que les enfants, ils sont aussi prescripteurs dans leur famille. Alors là, on le voit un peu moins sur l'alimentation que sur la gestion des déchets, mais sur la gestion des déchets, c'est vraiment flagrant. Les petits seaux à biodéchets, c'est beaucoup les enfants qui ont expliqué à leurs parents comment les utiliser et puis aller permettre cette valorisation des déchets dans un cycle vertueux pour aller vers l'agriculture. Donc vraiment, moi je pense qu'il y a quelque chose dans l'interaction entre ce qui se joue au niveau des individus et ce qui se joue au niveau politique, qui est le levier sur lequel on peut agir pour transformer la société et essayer de faire bifurquer le modèle dans lequel on est et qui nous amène dans le mur chaque jour de plus en plus vite. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Écoutez, un grand merci à tous les trois, tous les quatre, d'avoir participé à cet échange. Ces riches échanges. Histoire de rester solidaires, on va vite passer la parole et le plateau à Bérénice Gagne, qui reçoit Corinne Pelluchon pour discuter d'espérance et rester ainsi dans le thème. C'était un grand plaisir d'être avec vous et à très bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.